Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast de Delphine Saltel. Chaque mois, des pistes et des idées pour surnager dans la catastrophe écologique, la crise économique, la crise climatique, la crise sociale et tout ce qui remet en cause nos modèles de société. On est mal. Point de départ, la vie de tous les jours. Et des paroles savantes, des histoires individuelles, des expériences collectives pour nous aider à imaginer des solutions. Premier épisode, fast fashion ou coton bio. Peut-on s'habiller sans polluer ? Moi j'ai une tête, moi. Aujourd'hui, c'est l'ouverture des soldes. Et j'ai bloqué mon mercredi après-midi pour la première des marques. Non mais ça vous dit d'y aller ou pas, c'est les soldes qui commencent là ? Je sais, c'est pas bien glorieux, mais la mode, les tendances, le look, ça me préoccupe beaucoup. Depuis toujours. Trop, en fait. Tu veux quoi ? Des billes, des t-shirts. Des t-shirts manches longues, c'est vrai qu'il t'en manque. Si je m'assois à côté d'une fille dans le métro, je repère en moins d'une seconde si son sac est un Vanessa Bruno. Au bureau, je passe mon temps à faire la police du style. J'ai des avis définitifs sur la coupe des jeans. Et en gros, j'ai pas calculé, mais j'ai bien dû passer un quart de ma vie à me regarder dans la glace. Et un jean ? Lui, il est trop petit. Ouais, bah, ça fait pas mal quand même. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il est moche. Ouais, c'est vrai qu'il est pas terrible. Alors aujourd'hui, à presque 45 ans, quand même, j'essaye de faire des efforts. Mais cette éternelle obsession du style, toutes ces angoisses de fashion victime, franchement, c'est pas si facile de s'en libérer. Et de pas les refiler à mes deux filles, de 8 et 10 ans. On va où ? On va à Zara, Pauline ? Vivons heureux avant la fin du monde. Réalisé par Arnaud Forest et produit par Arte Radio. Heureusement, depuis quelque temps, quelque chose a changé. Il y a cette coupe-là, là. Non, j'ai pas les doigts. Je suis là, dans le grand Zara, à côté de chez moi, avec les filles qui veulent un jean à paillettes. Tu veux essayer ? Ils sont en solde, regarde. Et en fait, je me sens pas bien. Le cœur n'y est plus. Ça et ça aussi, c'est pas mal. Je ressens une sorte de malaise diffus, un mélange de déprime et d'écœurement. Oh non, c'est très vilain. En plus, ça, les petites paillettes, ça va partir au lavage. Parce que je ne vis pas dans un caisson. Je sais que tout ça, c'est pas terrible. J'en ai entendu parler de ce qu'on appelle la fast fashion. Ouais, c'est de la mode rapide, littéralement. La sociologue Majdoulin Sbaï a grandi à Roubaix, au pays de la Redoute et des anciennes filatures. Elle travaille sur l'industrie de la mode. On produit toujours plus, on vend toujours plus, on consomme toujours plus, on jette toujours plus. Mais aujourd'hui, on produit un volume de vêtements qui est complètement déconnecté avec nos besoins réels en habillement. On est sur 140 milliards de vêtements produits en 2014 et on va aller vers le triplement, là, on doit y être arrivé. Elle est un peu mal coupée, là, t'as vu, ça bade. Tu vois ? Zara, c'est joli. Ouais, c'est pas très... Regarde. Depuis la fin des années 90, début des années 2000, sont nés des modèles où chaque semaine, on trouvait des nouvelles collections en magasin. 40 000 modèles par an chez Zara, par exemple. Ça crée sans cesse de la désirabilité. On désire toujours chaque jour. Maintenant, c'est toutes les minutes. Le matin, j'ai envie d'un pantalon rouge et le soir, j'aurai envie d'un pull gris. Et du coup, ça s'accélère parce que, en fait, à tous les moments, il faut stimuler l'envie pour les consommatrices d'acheter. Thierry pour la caisse de la messe. Et puis enfin, les soldes permanentes, les ventes privées, etc. Donc on décote. On produit du coup des vêtements aussi en prévision de ces décotes. Donc on est dans cette course folle et la fast fashion, c'est ça, c'est cette frénésie. On ne peut pas continuer à accroître la production de tout, alors, en l'occurrence là, des produits de mode et d'habillement, dans un monde où les ressources sont finies. Alors ce coup-ci, on repart sans rien acheter. J'ai résisté, les filles sont frustrées, mais on rentre à la maison les mains vides. 1, 2, 3, 4, 5. En arrivant, je décide de regarder les choses en face. 8 jeans. Alors, je prends le premier jean. J'ouvre mon placard et je compte. 9 jeans, 12 pulls, 4 jupes, 11 chemises,
Et je parle même pas des robes et des petits hauts. Ça dégueule de partout. Pour une fois, je m'oblige à lire ce qui a marqué sur les étiquettes. Alors ça, c'est 100% coton. Ensuite, j'ai un jean Lee, 85,5% de coton, 13% de polyester, 1,5% d'élastane. Il vient de là, mon malaise. Alors là, c'est fait au Bangladesh, made in Bangladesh. De toutes ces choses que je sais plus ou moins sur l'industrie textile, que j'ai déjà lues ou vues passer dans des reportages. C'est pareil, donc c'est 98% de coton. Mais que je passe mon temps à essayer d'oublier. Polyuréthane. Parce qu'elle me dérange. Et ça fait des années que ça dure. Made in Macao. Que je me raconte des trucs. Uniqlo, alors là c'est carrément made in China, hein, c'est 100% coton. Alors oui, ça fait petit scrupule de bourgeoise. Mais au fond de ma penderie, il y a peut-être plus à découvrir que juste mes angoisses de privilégié en quête de sens. Des choses qui concernent tout le monde. Par exemple, le coton. Moi, ça m'a toujours arrangé de penser que c'était une fibre naturelle. Et que donc, ça pouvait pas être tout à fait mauvais. C'est pas anodin si vous pensez ça. Qui essaie de vous faire croire que le coton c'est pire que le polyester? J'ai pris quelques trucs qu'il y avait dans mon placard. Je mets mes jeans dans un sac plastique et je les amène à Julia Faure. Elle a une formation d'ingénieure et à même pas 30 ans, elle a créé une marque de vêtements durables qui s'appelle Loom. Voilà, j'ai aussi des trucs des grandes enseignes qui sont déjà... Je voudrais qu'elle m'explique ce à quoi je dois faire attention sur les étiquettes si je veux essayer d'acheter des vêtements qui n'abîment pas l'environnement. Si vous voulez, le coton, là, le problème, c'est un problème d'agriculture. C'est-à-dire, le gros problème de l'agriculture, c'est l'usage de pesticides. Globalement, la moitié des insectes ont disparu en 30 ans à cause de l'usage intensif de pesticides. On y pense beaucoup pour l'agroalimentaire parce que ça a un impact pour notre santé, mais le coton, c'est 25% de l'utilisation de pesticides, donc c'est la cata. Alors que le polyester, le gros problème, c'est que c'est un dérivé du pétrole. Donc c'est que ça consomme effectivement du pétrole, ça nous rend dépendants de la pétrochimie, et qu'ensuite c'est pas biodégradable. Donc ça laisse une pollution dans la nature. Mais donc, c'est pas du tout les mêmes choses qu'on regarde quand on parle d'impact environnemental. Il y en a un, c'est la perte de la biodiversité, ce qui est catastrophique. L'autre, c'est consommation de pétrole, gaz à effet de serre, ce qui est catastrophique aussi. Donc il n'y en a pas un qui est mieux ou moins bien. Chaque matière a ses travers. Et vraiment, sauf quelques trucs un peu marginaux, genre le lin fait en France, bio, oui c'est pas mal, mais on a du mal à... Enfin, c'est pas une matière énormément utilisée, quoi. En fait, quand vous montrez ça, c'est que vous voyez pas ce qui va pas. Vous montrez un produit individuellement et vous me dites, est-ce que ce produit, ça va? En fait, vous me parlez d'éco-conception de vêtements, c'est-à-dire que est-ce qu'il a utilisé beaucoup d'eau? Est-ce que la matière, elle a été bien produite? Est-ce que la teinture, elle est éco-responsable et tout? Vous me parlez d'éco-conception, qui est un problème de l'industrie textile. Oui, bah alors peut-être que ce jean, il a beaucoup de coton, 90% de coton, donc c'est mieux que s'il y avait du polyester. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'éco-conception, vous, en tant que consommateur, vous ne pourrez jamais savoir. Vous ne pourrez jamais savoir si c'est mieux le coton de telle marque ou le polyester recyclé de telle autre marque. En tant que consommateur, vous n'y arriverez pas. Mais en fait, le vrai problème, c'est le nombre de jeans que vous achetez. C'est les volumes, quoi. C'est notre besoin de renouveler en permanence des vêtements, c'est le besoin d'acheter en permanence des choses dont on n'a pas besoin, c'est d'avoir la facilité à acheter et à jeter. C'est tout ça, quoi. Et c'est ça multiplié par toutes les personnes qui le font comme nous, et c'est ça multiplié par tous les pays en développement qui n'attendent qu'une chose, c'est de calquer leur comportement sur les nôtres. C'est pas grave, en fait, de faire des fringues. Ce qui est grave, c'est quand ça commence à devenir dans des proportions tellement importantes qu'elles mettent notre avenir en péril. C'est que notre envie d'avoir des fringues neuves, remettent en jeu l'avenir de nos enfants et même de nous. Notre confort actuel, notre niveau de consommation actuel nous met en danger. C'est ça qui est catastrophique. Après l'entretien, je rentre à pied, en réfléchissant à ce que vient de m'expliquer Julia Faure. Franchement, elle m'a convaincue. Consommer moins, la frugalité, se mettre en cohérence, ça me soulagerait beaucoup, j'en suis sûre. Et puis, à un passage clouté, je remarque une fille qui traverse en face de moi. Elle a un jean extra large qui monte haut à la taille. Super joli. Je fais pas attention tout de suite. Mais 2 minutes plus tard, je m'aperçois que je suis en train de me demander si ça m'irait bien aussi, cette coupe de jean un peu années 80. Et si je ferais pas mieux d'arrêter mes slims de quadragénaire.
Excusez-moi. Les jeans larges comme ça, le plus large, c'est ce que vous appelez c'est boyfriend. Ouais, après j'en aurais des un petit peu moins larges à l'avant. J'y crois pas. En fait, c'est un peu moins large, c'est dans le... je viens de pousser la porte d'un putain de comptoir des cotonniers. Et Après, du coup, si vous voulez vraiment l'effet large, ça va être du boyfriend. et ça, c'est pas boyfriend. Non, ça c'est du mom. C'est comme si vous avez piqué le jean de votre main. Quand même. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui bug ou quoi? Je continue d'avoir envie de faire ce qui me dégoûte. C'est dans ma tête ou c'est pour tout le monde pareil? Cette contradiction entre la conscience qu'on a du caractère polluant de certains produits, de certaines industries, et le fait qu'on continue à les utiliser, moi c'est ça que je trouve absolument fascinant dans le comportement humain. J'en discute avec un neuroscientifique, Sébastien Boller. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le bug humain ». Du coup, il comprend tout de suite d'où vient mon problème. Qu'est-ce qu'il y a de si contradictoire? Et pour moi qui suis neuroscientifique, évidemment le réflexe c'est d'aller voir dans le cerveau comment ça se passe. Et quand on regarde comment fonctionne le cerveau humain, on voit quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la partie intelligente de notre cerveau, qui est la partie extérieure, vous savez, qui a cet aspect un peu plissé du cerveau qu'on voit sur toutes les images aujourd'hui, qui sont quand même assez popularisées, qui s'appelle le cortex cérébral. Le cortex cérébral est capable de prendre conscience de ce qui arrive, capable de verbaliser, de créer aussi des choses incroyables, des appareils, des smartphones, de l'industrie textile par exemple. C'est un produit de notre cortex cérébral. Et donc ce cortex cérébral, il est intelligent. Il comprend ce qui se passe. Il sait, par exemple, que dans 50 ans, on va vivre avec le climat probablement de l'Australie, même dans 30 ans. Mais ce cortex cérébral, c'est pas lui, finalement, qui nous donne nos envies, nos désirs, le plaisir qu'on a aussi à faire certaines choses. Le plaisir, le désir, l'envie, l'émotion, ça vient d'une autre partie de notre cerveau qui est plus ancienne. Il faut voir que le cerveau, il a évolué sur des millions d'années. Et le cortex cérébral qui est intelligent est arrivé au cours des 200 derniers milliers d'années. Ça paraît long, mais en fait, c'est petit à l'échelle de l'évolution de l'humanité. Par contre, la partie du cerveau qui nous dicte nos désirs, elle est beaucoup plus ancienne. Elle est apparue déjà il y a des millions d'années. Elle s'appelle le striatum. Et ce striatum, lui, il nous pousse à faire certaines choses en nous récompensant avec une molécule qui donne du plaisir, qui s'appelle la dopamine. Et il nous donne cette dopamine quand on fait des choses simples qui sont... c'est manger, c'est se reproduire, c'est acquérir du prestige, du statut social, c'est faire le moins d'efforts possible et c'est acquérir de l'information. C'est les motivations primitives de l'être humain et il se trouve que ces motivations, elles sont essentielles à la vie. Comme ça, tout de suite, je vois pas bien en quoi acheter un jean de plus relève d'un besoin essentiel de l'humanité. Certes, je me trouve plutôt bien stylée, là, dans ma cabine d'essayage, avec ce jean boyfriend, donc. Et je veux bien croire que c'est mon striatum qui me décharge un shoot de dopamine. Mais franchement, qu'est-ce que ça a à voir exactement avec la survie de l'espèce? Eh bien, il faut penser à l'échelle de nos ancêtres, du paléolithique, des hommes préhistoriques, il y a 1 million d'années. Quand vous aviez du statut, du prestige, eh bien vous avez accès plus facilement à de la nourriture ou à des partenaires sexuels. Donc, être en recherche de statut et de prestige, c'est récompensé par notre cerveau primitif pour cette raison-là. Parce que ça a été, pendant des millions d'années, un avantage en termes de survie. D'accord. Donc c'est Darwin au comptoir des cotonniers. Si j'en ai tellement envie de ce nouveau jean, c'est pour me faire repérer par des géniteurs potentiels et pouvoir ainsi transmettre mon matériel génétique aux générations futures. Et d'un côté, ça m'arrange. Je ne suis pas une infâme greluche parisienne, mais une homo sapiens femelle téléguidée par ses neurones. Alors aujourd'hui, c'est plus forcément une question de survie d'avoir du prestige ou du statut social, mais les réseaux cérébraux qui sont mis en place sur des millions d'années ne peuvent pas changer aussi vite. Donc ils continuent à fonctionner comme ça. Par exemple, on fait des expériences, des hommes à qui on montrait des photos de voitures de sport. On voit qu'à ce moment-là, la voiture de sport est associée à une image positive qui est renvoyée par l'homme vis-à-vis de ses rivaux éventuels. L'image du jeune cadre dynamique dans son coupé ou dans sa décapotable. Et qu'on voit à ce moment-là cette partie du cerveau qui s'allume, qui relâche de la dopamine, qui donne du plaisir. Donc ça, c'est quelque chose qui fait qu'on va rechercher des signes qui sont associés à de la valorisation sociale. Donc ça peut être des voitures. Aujourd'hui, les SUV, la grande force des SUV, c'est qu'on est plus haut, plus puissant que les autres. Si vous regardez les publicités pour les automobiles, le grand argument, c'est il y a toujours une option de plus, radar de recul, le toit ouvrant, le machin. Et c'est une invention géniale des constructeurs, c'est que quand vous rajoutez des options, il y a toujours l'espoir de, même si le voisin a la dernière, moi je peux encore avoir une option de plus. C'est comme ça qu'on a réussi à relancer même
la vente d'automobiles déjà dès les années 20, quand ça menaçait de s'engorger, c'est en imaginant le marketing social, c'est-à-dire vous avez peut-être une voiture, mais pour être mieux que le voisin, il en faut une deuxième. Et puis il y a évidemment toute l'industrie du luxe, du vêtement, de la mode. Ce qu'on va chercher en allant faire les soldes, c'est un nouvel habit, quelque chose toujours plus fashion, toujours plus trendy, pour être dans le coup, pour être rassuré quelque part sur sa propre valeur. Et ça va titiller toujours ces neurones au fond de notre striatum, notre cerveau primitif, qui vont nous donner de la dopamine. Et je pense que sur le plan vestimentaire, ça fonctionne vraiment de manière comparative. J'ai toujours été surpris d'entendre des femmes ne pas supporter l'idée de tomber en soirée sur une autre femme qui porte la même robe. C'est comme si c'était une forme de destitution de l'identité. Vivons heureux avant la fin du monde. Manuel de survie en temps de crise. C'est moins bien. Je préfère l'autre. Ouais, l'autre était mieux. Hein. L'autre, il était mieux sur vous. Ouais, c'est beaucoup Là, ça moins. fait large, c'est tout. Ouais, c'est pas là. En fait, ce qui est beau, c'est quand ça ressort. Ouais. C'était bien. Oui, oui. Il était large là. Ok. Est-ce que vous voulez que je le commande et je vous appelle tout de suite pour que vous veniez Non, mais j'habite juste à côté. à côté, super. Ce truc d'acheter des vêtements en permanence, de toujours être en train de s'apprêter, etc. Enfin, de jamais se sentir belle et de toujours être à la recherche de quelque chose, de combler aussi toutes nos dépressions par la consommation. Enfin, effectivement, c'est une pression qui s'exerce particulièrement sur les femmes parce qu'on n'a pas d'uniforme en fait. Enfin, un mec qui est tous les jours en costard-cravate, qui est l'uniforme du bureau, ou en jean bleu t-shirt blanc, il n'y a pas de problème. Il peut l'être comme ça tous les jours. Donc il y a un truc où oui, on a... En donnant la mode aux femmes, on leur a aussi imposé de devoir être créative, de pas s'habiller tout le temps pareil. Il faut qu'elles soient stylées aussi. Enfin, évidemment que c'est beaucoup plus dur pour les femmes. Parce qu'aussi, c'est les femmes qui ont été d'abord targetées par cette industrie textile. C'est elles qu'on cible quand on renouvelle en permanence les collections. C'est elles qu'on cible dans les défilés, etc. Oh merde. La peur d'être mal habillée en permanence, c'est trop dur en fait. Et c'est une charge mentale en vrai. Je suis bien d'accord avec Julia Faure. Tout ce temps, ce fric, cette prise de tête, juste pour rester dans le circuit de la compétition féminine. Mais comment je peux briser mes chaînes de victime de la mode si c'est mon striatum qui décide ? Comment craquer le système si en fait je suis programmée biologiquement pour le shopping ? Alors il y a quelque chose qui se rajoute à ce problème-là, c'est que ce système à dopamine dans notre cerveau primitif, il a une caractéristique, c'est qu'il a tendance à se lasser. Et donc vous n'avez plus de plaisir à voir simplement les produits que vous aviez depuis plusieurs mois. Le seul moyen de relancer la production de dopamine dans notre cerveau profond, c'est d'augmenter les doses, c'est d'aller chercher un nouveau produit plus récent, si possible plus cher, si possible plus désiré. Mais ça, c'est quelque chose qui est permis en fait par l'espèce de délire complètement irréel que produit la société de pléthore, c'est-à-dire que les ateliers produisent une variété d'objets de mode ou vestimentaires qui ne correspond pas du tout à la réalité de ce qu'ont pu connaître nos ancêtres pendant des milliers d'années. Vous pouvez passer votre vie à mettre un nouvel habit tous les jours, ce qui n'est pas du tout normal pour notre cerveau. Au départ, on n'a jamais été habitué à ça pendant des milliers d'années. Donc notre système du plaisir et de la motivation devient fou par rapport à ça. Il ne sait pas s'arrêter. Il n'a jamais été programmé pour se limiter. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Parce que pendant les millions d'années où nos ancêtres ont écumé la savane du Paléolithique, la réalité de notre vie, c'était un monde de rareté. Que ce soit sur le plan de l'alimentation, que ce soit sur le plan même des rapports sexuels. Vous ne pouvez pas des rapports sexuels avec des centaines de personnes dans votre vie quand vous étiez dans un groupe de 20 ou 30 personnes dans la savane. Vous ne pouvez pas non plus vous acheter tous les jours une nouvelle peau d'ours parce que déjà quand vous en avez une, vous aviez intérêt à la garder un moment, vous risquiez votre vie à vouloir l'obtenir. Donc notre striatum, lui, il a été programmé pour prendre tout ce qu'il pouvait parce que de toute façon, ce qu'il pouvait trouver, c'était de toute façon limité par la réalité des ressources naturelles à disposition. Donc il n'y a jamais eu de frein sur notre désir de libérer de la dopamine. Mais ce qui s'est passé ensuite, le drame, c'est que notre cortex cérébral qui s'est développé a donné des civilisations qui se sont développées, de la coopération, l'invention de la technologie. Sur le plan agricole, l'augmentation des rendements par
l'agriculture industrialisée, sur le plan du textile, l'augmentation des rendements de la diversité des habits par la production industrielle. Et face à cette offre industrielle proposée par notre cortex cérébral, qui est le dernier venu sur la scène de l'évolution, et ben notre striatum très ancien, qui lui a toujours été en demande sans limite, il ne sait pas se limiter. Donc vous arrivez dans une ville où vous avez des échoppes alignées sur des centaines de mètres et on vous dit que c'est pas cher, vous ne pouvez pas résister. Si vous avez un peu des ressources financières, un crédit sur votre tête, votre striatum, lui, ne peut pas résister. Utilisez le clavier de saisie du code PIN pour compléter la transaction. Je savais pas que c'était aussi flippant, les neurosciences. Tu penses que c'est le code de papa? Maintenant, quand je regarde les gens qui ressortent du H&M avec leurs sacs remplis à ras-bord, j'ai envie de les réveiller, de leur dire « Notre cerveau est câblé pour aller dans le mur. Tout va exploser à cause d'une poignée de neurones à dopamine cachés au fond de notre cerveau. » On est pris dans un piège qu'on a construit nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'est doté d'un système économique, politique et financier, le système capitaliste, la logique de croissance, produire toujours plus, consommer toujours plus. C'est exactement comme ça que fonctionnent les neurones à dopamine de notre striatum. Donc le capitalisme, il a la formule parfaite pour répondre au désir de notre striatum. Et puis ça a marché quoi pendant pas plus d'un siècle, on voit déjà la fin. Donc il faut vite changer de structure de référence dans notre cerveau. On prend la jardin pour la maison? T'en as 15, des trucs comme ça. Mais non, ça c'est un agenda. Et je t'ai dit que je voulais un agenda en plus. Aucune marque n'invite à consommer moins. Bon, on va quand même s'occuper de ce dont on a vraiment besoin, à savoir les chaussettes. Aucune marque vous dit il faut que vous arrêtiez d'acheter des vêtements. Toutes les marques, tout ce qu'elles essaient de vous dire, c'est il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à acheter autant de vêtements parce que ils sont en coton bio, ou le sac qu'on utilise est en craft, ou nos étiquettes sont recyclées. En fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est de vous rassurer parce qu'au fond de vous, vous avez envie de croire au mythe de la technologie qui va nous sauver. Vous avez trop envie qu'il y ait quelque chose qui marche, qu'il y ait des inventeurs géniaux qui aient trouvé une technologie qui nous permette de maintenir exactement ce niveau de vie et de consommation tout en réduisant notre impact environnemental. C'est sur ça que les gens y tablent quand ils vous disent t-shirt en coton bio, t-shirt en lyocell, vêtements durables, certifiés je sais pas quoi. C'est sur ça que jouent tous les Conscious, tous les John Life, tous les CA durables, etc. C'est ça qu'ils veulent en fait, c'est que vous continuez à acheter. Parce qu'en fait, tout ça c'est des stratégies pour calmer votre éco-anxiété. Ils sentent bien que, il faut aller là, quoi. C'est parce qu'ils savent que c'est là-dessus qu'ils vont se faire attaquer. C'est une stratégie de défense. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des actions qui sont faites. Les gens qui bossent dans ces boîtes-là, ils sont pareils que nous, quoi. Ils doivent se dire, putain, j'ai envie de faire quelque chose, ça me fait bader de bosser pour une boîte qui fait rien, donc je vais essayer de mettre en place des choses pour améliorer, du coup, l'efficience écologique, en fait, de ma boîte. Aucune de ces personnes n'a la force de faire transitionner les boîtes vers un modèle où elles n'ont pas besoin de produire plus en permanence. Personne fait ça. Et pourtant, il y en a des Fashion Pact et des autres alliances entre groupes du textile pour rendre le monde meilleur. Personne ne dit jamais il faut produire moins. La question, c'est comment vous, en tant qu'être humain complet, vous pouvez résister. C'est-à-dire, c'est certainement pas uniquement avec cette zone cérébrale profonde, mais c'est avec d'autres parties de votre cerveau, d'autres ressources mentales qu'il faut apprendre à mobiliser. Et ça va être la clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces parties de contrôle de soi, qui résident notamment dans l'avant de notre cerveau, la partie antérieure du cortex cérébral, sont sous-exploitées. On a plutôt vécu depuis 50 ans avec l'idée qu'il fallait pas s'embêter à se contrôler, jouir sans entrave, ça a quand même été la grande devise de la deuxième partie du XXe siècle. Et là, il va falloir vraiment s'y mettre, il va falloir faire quelque chose pour réapprendre la limite, l'auto-limitation. Aux grands mots, les grands moyens. Ça me consterne ce que je suis en train de comprendre. Alors je me tourne directement vers des solutions radicales. Peut-être un peu trop même. L'ourlet, on peut tout à fait décider de faire un ourlet. Vous savez comme on a fait pour la coulisse. On prend une petite règle, on replie et on mesure à chaque coup et on met des épingles. Un soir, je me retrouve à un cours de couture dans un lieu associatif près de la gare de l'Est, à Paris.
Je suis en train de couper les derniers fils pour fermer la coulisse du short dans lequel on a mis un élastique. On y apprend à fabriquer ses vêtements à partir de chutes de tissus récupérées par un collectif anti-gaspi. J'avais pris cette habitude, c'était vraiment devenu une espèce de passe-temps d'acheter des vêtements tout le temps. J'achetais un nouveau vêtement par semaine ou quasiment. Et c'est pas possible de craquer tout le temps comme ça. D'où l'idée que, éventuellement, avec la couture, ça pourrait me permettre d'avoir plus de plaisir à m'habiller parce que c'est moi qui l'ai fait, et d'en faire moins parce que ça prend tellement de temps. Donc si vous prenez la largeur du pied presseur, l'aiguille est décalée à gauche, on replie et on mesure à chaque coup et on met des épingles. Comme ça, ça retombe au niveau du surjet. Par contre, pour pas, au fur et à mesure, élargir ou rétrécir, comme on a fait pour la coulisse, on prend une petite règle, vous placez votre index ici. Assez vite, je comprends que je ne réglerai pas grand-chose de mon éco-anxiété en confectionnant un short de pyjama en rideau d'ameublement. Comment je vais faire pour trouver une position cohérente, quelque part entre l'aveuglement et la trichothérapie? Je suis un peu perdue. Je me console en cuisinant des dalles aux lentilles. Je cherche des solutions. On me parle d'une femme qui récemment a complètement changé son rapport aux vêtements. Elle vit à Montreuil, une commune à l'est de Paris, avec une forte concentration de poubelles à compost et d'intermittents du spectacle. Anne est monteuse dans le cinéma documentaire. Elle a une jolie maison dans une petite copropriété avec jardin partagé. Elle m'offre un thé vert et m'explique comment elle fait maintenant avec les habits. Je n'achète plus rien en magasin. En fait, ma décision, ça a été de ne plus consommer de vêtements neufs. Donc, de plus faire les magasins, de ne pas faire les soldes, même si, vraiment, c'est une super affaire. De ne plus avoir d'impact environnemental sur la production de vêtements. J'achetais très régulièrement des habits. J'ai toujours bien aimé me saper. Et puis, petit à petit, en fait, je pense, quand la conscience écologique, elle commence à vraiment s'installer, il y a un jour où je me suis dit, en fait, stop. À partir du moment où tu penses que tu as besoin d'un truc qui, en fait, juste t'a servi, ça marche plus, en fait. Je vis sur les ressources. Se poser avec ce que t'as et juste te dire, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Ce sweat-là, il est tout gris, il est moche, je vais rajouter un petit détail, un petit patch. Tu vois, cette veste que je porte, voilà, il y a un trou dans le dos, j'ai rajouté un patch et c'est réglé, quoi. Et puis si t'en fais rien, tu le files. Le filer ou le revendre selon l'état, selon ce que je peux en tirer. Quand je revends sur les plateformes digitales de seconde main. Ce que je vends, ça me fait une cagnotte pour pouvoir acheter. Donc ça me limite aussi. Sur mon compte Vinted, j'ai 16 €. Il y a une paire de baskets là que je veux qui est à 18. J'ai vendu tout à l'heure une petite robe à 6 €. Je vais pouvoir me les prendre. En disant je ne m'achète plus de vêtements neufs, je n'ai pas renoncé à avoir du style. Vends ce que tu ne portes plus. Juste, t'essayes de te dire, j'essaye de le faire un peu moins dégueulasse. Après, on verra quand toute la seconde main sera écoulée, tu vois. Je pense pas que c'est pour tout de suite. Alors, moi, j'ai toujours eu un côté, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Donc, je me crée un compte sur Vinted. J'essaye de revendre un pull à rayures assez immonde qu'on m'a offert à Noël, 10 €. Personne n'en veut. Je passe ma soirée à scroller sur des milliers de photos de placards, plus ou moins glauques et mal éclairées. Très peu porté, en très bon état. Manque une semelle. Oui. Et je finis par acheter une paire de baskets à Jessica 76 de La Roche-sur-Yon. Hop, bingo. 45 €. Livré 2 jours plus tard dans un gros emballage plastique par un transporteur routier qui doit pas rouler au bioéthanol. Tu veux les voir ? Mais bon, c'est de la seconde main. C'est pas mal, non ? Ouais. Ah merde, elles sont trop petites. Elles sont vraiment trop petites ? Le vintage en ligne,
Je sens que ça va pas le faire non plus. C'est con, elles sont pas mal. Ah putain, fais chier. À quoi ça sert tout ça? Franchement, je sais plus très bien. Aujourd'hui, on parle de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire l'impact environnemental. Mais ce qui, dans le fond, ne nous préservera pas du tout des répercussions qui vont arriver, parce que, en fait, même si on arrêtait complètement nos émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement se poursuivrait. Donc la question de l'espoir, il faut la voir un petit peu différemment. Je pense que l'être humain a une capacité à supporter des conditions de vie très difficiles quand il y a du sens. En tout cas, l'impression d'agir d'une façon qui n'est pas absurde. Le problème, c'est de ne pas avoir du sens tout seul dans son coin. Il y a peut-être un moment où ces recherches de sens peuvent se rencontrer, se fédérer. Je crois que l'espoir, s'il est quelque part, est dans cette direction-là. C'est-à-dire que le besoin de signification peut vraiment soulever des montagnes, peut-être plus que juste le besoin d'éthique personnelle. Ouais, j'ai mon compost. Ouais, j'achète rien de neuf. Ah, bah, il y a le festival de la permaculture ce week-end à Montreuil. Et tu vois, bon, bah, tu peux rien acheter avec ton argent parce qu'en fait, il y a la pêche qui est la monnaie locale. Ouais. Et alors, mais qu'est-ce que tu fais, toi, si tu le fais pas, tu vois? Il y a quand même pas mal de gens qui n'en ont rien à foutre. Et c'est pour ça que quand on dit oui, c'est quand même une position de bobo. Ouais, bah peut-être parce que le bobo, il a plus le temps de penser que celui qui est sans cesse dans la survie. Bonsoir. Je viens chercher un t-shirt en panthère. Une robe que je vous avais demandé de transformer en t-shirt. Mine de rien, je suis en train de la faire, ma révolution des petits gestes. Voilà, c'est ça. T-shirt. Au lieu de la jeter. Parce qu'en robe, ça allait pas. Je voudrais bien que ça dure. Et même que ce ne soit qu'un premier pas. J'essaye de moins jeter les vêtements. Mais je me demande comment aller plus loin. Et m'obliger à continuer. Dans le bon sens. Je n'avais pas payé. À la bibliothèque, je tombe sur le livre d'un historien, Jean-Baptiste Fressoz. Ça s'appelle « L'Apocalypse joyeuse ». Alors forcément, ça me parle. C'est très bien, évidemment, de prôner une forme de réduction de la consommation individuelle ou de consommation éthique. Le danger de ce discours-là, c'est que ça crée des nouveaux marchés sur la fringue éthique, etc., mais qui, en fait, réduisent à la marge les problèmes et ne changent pas grand-chose. Et surtout, ça donne l'impression que c'est une affaire de consommateurs uniquement. Donc une affaire individuelle et de consommateurs, alors qu'en fait, c'est principalement une affaire de mode de production et d'agir sur les industriels très fortement, d'agir sur la façon dont on produit, sur la quantité dont on produit, et la façon, disons, d'agir par la norme, par l'administration, par la politique, par la réglementation, par le rationnement, pourquoi pas, et serait beaucoup, beaucoup plus efficace. Cette idée que agir comme ça sur les entrepreneurs et le monde de la production, c'est utopique. C'est utopique seulement dans un cadre complètement formaté par le néolibéralisme, en fait. Mais dès qu'on sort avant les années 80, il n'y avait rien de choquant à dire qu'on allait rationner une partie de la production. Oui, on va pas pouvoir vivre avec le même confort. On peut pas consommer autant que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Si j'ai déjà 15 jeans en fait dans mon placard, non, ça sert à rien, vraiment. Si on rationne pas, on le voit, ce qui va se passer en fait, c'est un rationnement par les prix en fait. À cause de la taxe, ceux qui arrêteront de consommer, ce seront d'abord les pauvres. Et pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qu'il y ait une taxe, c'est pas un énorme problème en fait. C'est pour ça que le rationnement a des vertus démocratiques importantes en fait. Alors dans le textile, j'ai aucune idée de la façon dont ça peut s'implémenter. J'ai pas du tout réfléchi à la question. Mais par contre, pour le transport aérien, ce serait très simple. Puisqu'on est fiché, traqué dès qu'on prend l'avion, il n'y aurait aucune difficulté à imaginer un certain nombre de kilomètres limite par personne par an. Ce serait pas très compliqué. Pourquoi c'est à nous, individuellement, de prendre cette responsabilité-là, de militer, de devoir aller se fighter avec les gens, alors que ça devrait être un pouvoir politique, quoi. Qu'est-ce que c'est notre pouvoir en tant que consommateur sur les vêtements? Bon, c'est de consommer moins. Et c'est pas de choisir le lien, mais c'est de savoir pour qui on vote, quoi.
pour qui on va voter, qui va mettre en place les politiques dissuasives pour que les marques produisent autant et dans aussi mauvaises collections. Voter, c'est beaucoup plus fort que de lire les étiquettes. Les corps, maman. Les corps. 76. Voter, je le fais déjà. Le 18 mai. Alors bon, je vais peut-être pas me transformer là tout de suite en activiste, mais maintenant que j'ai appris tout ça, quand je regarde les vitrines, je me sens un peu libérée. Et plus curieuse aussi, bizarrement. Il est né quand, papa? Un monde avec moins de fringues. Je sais pas si ça peut nous sauver, C'est pourquoi tu es dans le sang. mais je suis sûre que ça aura plus d'allure. À suivre sur arteradio.com. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.